Ah, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fait un double anniversaire. Le premier anniversaire, c'est facile, c'est celui du programme 10%. Et le deuxième, j'ai envie de vous faire deviner lequel c'est, avec un petit indice quand même de notre groupe, Transformers, qui est la technologie qui est derrière l'IA générative. Alors, est-ce qu'il y a des audacieuses audacieux qui veulent tenter de trouver l'anniversaire 24 heures près. Aujourd'hui, c'est les 1 an. 24 heures. Ah, ça. Aujourd'hui, en fait, c'est les 1 an de ChatGPT. Et ChatGPT, c'est ce qu'il y a, c'est une technologie parmi d'autres, certes, mais c'est comme la technologie qu'il y a 1 an a mis l'IA générative sur la table. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a 1 an, un peu moins d'1 an, il y a quelques semaines après la sortie, il y avait 3 camps qui débattaient. Ceux qui disaient un grand oui à cette technologie, ceux pour qui c'était non, et un troisième camp, celui du oui mais. Celui du oui, ChatGPT, c'est pratique, ça peut nous aider à analyser de documents, ça peut répondre à beaucoup de questions, mais ça a mal de défauts. Premier défaut, quand on envoie des données personnelles sur des serveurs américains, c'est pas terrible. Deuxième défaut, quand ChatGPT nous donne une information assez sympathique, mais en fait, on s'est rendu compte très vite que ces informations étaient souvent fausses. On s'est mis à parler d'hallucinations, on veut dire l'information mauvaise, mais c'est pas si grave, on le pardonne. Et autant de problèmes sérieux qui fait qu'on s'est dit, dans nos ministères, nos entités, on aimerait bien pouvoir utiliser cette technologie et faire comme ce que Romain disait tout à l'heure, à savoir coller aux dernières innovations technologiques, mais en essayant de contourner ses défauts. D'après. Et donc, la problématique qu'on s'est donnée, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir imiter en quelque sorte ChatGPT, alors pas créer une copie complète de ChatGPT, c'est techniquement beaucoup trop complexe, mais comment est-ce qu'on va pouvoir rendre accessible ce genre de technologie dans les administrations en proposant, autant que possible, des solutions sur mesure. Donc parmi les challenges qu'il fallait relever, donc le premier challenge, c'est de pouvoir fournir d'autres données à ces modèles pour bien contrôler ce qu'ils voient et qu'ils nous fassent des sorties en conséquence, qui soient cohérentes avec, dans notre cas, le droit français, les législations françaises, les données de l'INSEE, l'Assemblée nationale, on aura le temps de développer tout ça. Deuxième chose à faire, il fallait que cette technologie puisse tourner sur des serveurs qu'on contrôle. Troisième chose à faire, oh, c'est pas écrit là. Mais donc, autre chose, donc, on veut pouvoir contrôler le modèle, contrôler l'endroit où il sort, et avoir en fait aussi une capacité à le faire tourner. Ce qui a permis vraiment d'avancer sur ce projet et de débloquer 3 questions d'un coup, ça a été la sortie en juillet dernier, en fait, de modèles qui aient des licences vraiment ouvertes, quasiment ouvertes, qui nous permettaient de venir prendre ces modèles, venir constituer des jeux de données de référence, celles qu'on voulait que le modèle nous renvoie, et venir, ce qu'on appelle fine-tuner, c'est-à-dire transformer ces modèles libres en lui donnant à voir nos données de référence et faire en sorte qu'ils nous les sortent bien à chaque fois. Et donc une fois qu'on a cette capacité à construire nos propres modèles sur mesure, qui sont en réalité des ajustements des modèles préexistants, il faut pouvoir les évaluer, les comparer. Et quand il faut pouvoir les comparer, il faut non seulement que nous, en tant que data scientists, on puisse mettre une note à ces modèles, mais il faut aussi et surtout que les agents publics, qui sont les utilisateurs que nous, on cible, avalisent les sorties des modèles et nous disent attention, là, vous prétendez que votre modèle peut nous apporter des informations légales. Une information légale, c'est quand même beaucoup de responsabilités. Il faut pouvoir, sur un ensemble de questions prédéfinies, vérifier qu'on n'a pas dit de bêtises. Et enfin, une fois qu'on a cette capacité à avoir des modèles, à les évaluer, à les certifier, il faut encore qu'on puisse les faire tourner. Et une fois qu'on peut les faire tourner, qu'on puisse les servir. Et donc là, on arrive à la 5e et dernière étape, qui est le fait de fournir des interfaces pour vraiment proposer un logiciel clé en main. Donc cette mission, on s'est appelé à plusieurs endroits à la fois pour être plus efficace. Alors d'une part, côté Etalab, il y a une partie de l'équipe qui est dans la salle, il y a eu le développement d'Albert, avec son logiciel orienté usager, ses modèles fine-tunés, et la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser cette affaire ou d'autres outils de ce genre-là pour venir servir d'autres cas d'usage. Peut-être très rapidement, une démo express. Voilà, c'est quelque part par là. Voilà. Alors, posons une question. Donc, il y a plusieurs interfaces, mais dont une qui se présente comme un chatbot. On n'est pas tout à fait là, mais c'est tout comme un chatbot qui vient sourcer les réponses.
Donc imaginons qu'on clique, ça m'évitera d'avoir à taper une question sur ce bouton. Donc le modèle nous envoie une réponse, hop là, et, bien organisée. Et aussi et surtout, le modèle nous indique à quel endroit il va aller chercher cette réponse. Donc ces fiches service.fr, elles ont été injectées dans des bases de connaissances et nous sont rendues là dans l'interface. Et on peut ensuite faire des retours évidemment sur la réponse qui nous a été faite, de manière, allez, disons qu'elle est trop longue. Voilà, c'est un parti pris. Elle est trop longue, fais-moi plus court. Hop. Et donc le modèle nous renvoie une nouvelle réponse et on a toujours ces fiches présentes. Donc cette modalité du chat, c'est une modalité pour interagir avec le modèle. Il y a plein d'autres. Par exemple, si nous vous montrer, il y a d'autres interfaces pour les enfants services en particulier. Et la question qui se pose, c'est jusqu'à quel point on peut apporter de nouvelles données de référence pour nourrir ce genre de modèle et les intégrer dans le processus. Donc, en termes de recherche documentaire, nous pouvons aussi trouver un cas d'usage à l'INSEE, notamment sur le site INSEE.fr. Peut-être vous est-il déjà arrivé de chercher une information et de ne pas trouver la base de données correspondante. Par exemple, imaginons un data scientist qui recherche par exemple le taux de pauvreté. Donc si on se rend sur le site INSEE.fr et qu'on tape base de données taux de pauvreté, on obtient des chiffres clés du taux de pauvreté à l'échelle nationale. Peut-être que ce n'est pas ce que recherche le data scientist, peut-être qu'il recherche des données à une échelle plus fine. Il cherche aussi à croiser plusieurs sources de données. On peut aussi trouver, par exemple, les chiffres détaillés et une base de données, mais peut-être que le taux de pauvreté ne figure pas dans le dictionnaire des variables qui sont proposés sur le site. Une solution qu'on peut trouver en utilisant ces outils d'IA serait, par exemple, cet assistant. Donc l'idée serait de fournir à cet assistant la variable que l'on recherche. Donc par exemple, je cherche le taux de pauvreté. Ce que fait l'assistant, c'est qu'une fois la requête soumise, elle cherche les données qui correspondent, les bases de données qui correspondent le plus à la recherche, et donne en contexte ces bases de données au modèle de langage afin de donner des réponses plus pertinentes. Donc dans le cas de ChatGPT, ça fonctionne bien, on n'est pas étonné qu'on reçoit l'information que l'on recherche. Il est intéressant aussi de voir que pour les modèles open source, nous pouvons aussi avoir des données d'une qualité similaire et aussi retrouver des informations complémentaires que ChatGPT n'a pas réussi à trouver. Donc c'est un potentiel de ces modèles open source. Merci. Et à l'Assemblée nationale, on avait un besoin, vous voyez ici notre outil de simulation qui permet, comme en ce moment, quand il y a le projet de loi des finances, d'aller simuler un peu l'impact qu'a ce projet de loi. Donc on voit ici à gauche les modifications proposées par le gouvernement, et à droite on voit l'impact, mais ça nécessite du coup que la partie gauche soit toujours à jour des textes de loi. Et le simulateur a vraiment beaucoup de dispositifs. On a plus de 2000 paramètres à maintenir à jour. Et donc l'idée, c'est d'utiliser ces nouveaux modèles de langage pour maintenir à jour ces bases de paramètres. Donc on a développé un outil qui, du coup, partant de la base existante de paramètres, va aller chercher sur Légifrance quel est le dernier texte de loi concernant ce paramètre et permettre de demander donc au modèle Albert de nous extraire la nouvelle valeur du paramètre. Et ça charge. Et donc l'idée, c'est, sinon je vous remontre. Voilà, ça arrive. Donc on a, par exemple, on peut choisir le périmètre en temps qu'on s'intéresse aux prestations sociales. Donc on va voir en bas le texte, là, le dernier article de loi. Et on va avoir ici la valeur actuelle dans OpenFisca, qui est le moteur open source qu'on utilise pour faire du calcul. Et donc on voit que la valeur c'est 12,72. Et si on dit demander à Albert, donc on interroge Albert en lui envoyant une nouvelle version de texte de loi en disant quelle est la nouvelle valeur de ce paramètre. Et il nous dit que la valeur c'est 13,17. Et donc on va pouvoir mettre à jour finalement notre base
Et alors l'idée, c'est évidemment d'automatiser cela pour maintenir la base à jour. Et donc c'est quelque chose qui est rendu possible du coup par ces nouveaux modèles de langage. Là, on a vu, on voyait un tableau où humainement c'est assez facile de s'y retrouver, mais le modèle lui voit que du HTML et il se retrouve, il y a des textes parfois sont plus longs, etc. Et il y a différentes techniques. Et donc comment tout cela fonctionne? Donc là, ça reprend vraiment les trois projets qui ont été montrés. Donc à la base, on a ce modèle Llama 2 qui est un modèle qui a été ouvert par Facebook, mais on pourrait utiliser d'autres modèles comme celui Mistral développé en France. Ensuite, il y a toujours au cœur d'avoir une base de données de ce qu'on cherche à faire avec le modèle, et on va lui donner cette base de données pour une méthode qu'on appelle le fine-tuning, donc qui consiste à surentraîner le modèle pour une tâche précise. Et donc, en l'occurrence, le modèle devient Albert à la sortie de cet entraînement. Et donc, dans le cas des maisons France Service, cette base de questions-réponses va aussi être conservée pour l'usage en temps réel du modèle. C'est-à-dire qu'avant que le modèle fournisse une réponse, on va aller chercher dans cette base de données quels sont les textes, donc les articles du site que vous montrez à tout à l'heure. Et ces articles vont être fournis au modèle avec la question, enfin d'abord on va chercher donc les différents articles qui peuvent répondre à la question et on donne tous les articles au modèle pour qu'il donne une réponse qui va être sourcée et qui a plus de chances d'être fiable que si on lui demandait sans lui donner de référence. Et dans le cas de l'ex-impact, ce qu'on fait c'est qu'on lui donne vraiment l'article de loi puisqu'on le connaît déjà, donc on lui donne l'article de loi avec la question et ce qui permet d'avoir la réponse. Et pour le cas d'usage potentiel de l'INSEE, il y a le même système, sauf que la base qui est utilisée est la base des différents jeux de données possédés par l'INSEE. Donc voilà un peu le principe général des outils. Et bon, ça, c'est si vous avez des questions plus précises. Mais voilà, on arrive à la fin de notre présentation. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que on a réussi à faire quand même ces cas d'usage, même si ça pouvait paraître difficile au départ dans l'administration d'avoir les moyens techniques pour faire ce type d'entraînement. Mais il faut savoir que quand même l'État, à travers le CNRS, offre des accès aux data centers et que aux supercalculateurs plutôt, et que ces accès sont gratuits et que pour les cas d'usage qu'on a, on n'a pas forcément besoin d'énormément de capacité de calcul, donc on peut les obtenir assez rapidement, donc c'est bon de savoir qu'on peut le faire. Alors après, il y a la partie mise en production qui n'est pas du tout couverte par ces supercalculateurs et qui reste encore à améliorer, mais ça progresse. Donc c'est intéressant de voir ces différents cas d'usage qui peuvent se développer, et notamment, on passe souvent au chat, mais il n'y a pas que le chat, ça peut aussi être utilisé sous forme d'API pour faire une extraction de données ou d'autres choses. Sachant que sur la partie cœur d'Albert, la GNU est en train d'avancer sur l'hébergement d'une capacité de calcul qui permettra l'opération du modèle, et donc des utilisateurs qui utiliseraient directement le modèle pourraient, à travers la GNU, profiter de cet hébergement. Donc la question de la prod est en train d'être réglée. Eh bien, à vos questions. Je crois que j'ai vu une question. Merci beaucoup pour la présentation. Votre cas d'usage sur l'ex-impact peut me demander si vous avez aussi pensé à peut-être intégrer la solution à une start-up qui gère des amendements. Il y a une start-up qui s'appelle ZAM, qui maintenant s'appelle Signal, je crois, qui gère les amendements, et je pense que ce serait possiblement un bon cas d'usage assez similaire à celui de l'ex-impact. Je ne sais pas s'il y a déjà des discussions en cours. Je sais que notamment, si je pose des questions justement pour venir me voir, il y a peut-être un rapprochement à faire sur ça. Voilà. Il y a un début de rapprochement indirect qui se fait puisque la DGFiP travaille avec Signal sur les amendements, et on travaille avec le DGFiP, donc probablement qu'on peut se mettre autour de la table et discuter cette intégration-là. En tout cas, pour votre info, côté ministère sociaux, il y a 2 investigations en ce moment même sur les amendements, parce qu'il y a des problèmes avec Signal, du fait que ce n'est pas interministérialisable pour certains ministères, notamment pour le PLFSS.
Donc voilà, peut-être qu'à un moment on se retrouvera en droit. Avec plaisir. C'est d'autres questions sur ce sujet? Je voulais savoir, du coup, parce que base de vecteur, vous avez réussi à supprimer complètement les hallucinations, ou vous en avez encore Non, pas totalement. C'est-à-dire que la base de vecteurs n'est pas suffisante. C'est une des étapes de la fiabilisation, ce côté, ce qu'on appelle le RAG, Retrieval Augmented Generation, de contrôler ce que le modèle voit, mais ça ne suffit pas, donc il faut pouvoir apporter d'autres choses, que ce soit à la fois d'ailleurs à travers le design sur bien faire passer le message que le modèle a des vulnérabilités et qu'il faut pouvoir toujours se renvoyer aux sources qui sont affichées, et l'autre manière complémentaire d'attaquer le problème, c'est être en mesure, et on travaille aussi en ce moment, que le modèle se note en quelque sorte lui-même en disant là, notre prédiction, enfin la sortie du modèle est considérée comme fiable ou comme moins fiable. Donc ce sont deux axes de travail complémentaires de ce côté sourcé. T'as d'autres questions? Je pense que c'est tout bon. Il faut vraiment vous applaudir.